Donc, merci beaucoup, Guillaume. Je suis toujours stupéfait par ta capacité à vulgariser quelque chose quand même qui résulte de 15 ans d'expérience et de 4 ans de recherche. Je crois qu'on comprend que tu n'as pas volé donc ce prix national de l'ingénierie que tu as remporté au mois d'octobre avec tes équipes. Je précise aussi que depuis, il y a énormément d'articles professionnels qui traitent de ces nouvelles façons de modéliser, de regarder et de donc tous ensemble construire une nouvelle planification des territoires. Donc voilà, il me semblait important et enthousiasmant de commencer l'année à la SFU avec une petite explication de tes travaux. Et voilà, j'invite tout le monde à se prononcer. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole à chaud? Peut-être Dominique, toi qui a les pieds dans l'eau. Moi qui ai les pieds dans l'eau, comme tu dis. Merci beaucoup pour cette présentation et enfin moi j'apprécie tout particulièrement la démarche participative et de diffusion des connaissances qu'elle porte et qui me paraît effectivement essentielle pour une démarche co-construite et bien comprise par tous. Voilà. Donc c'est un point. Et puis sinon, je serais très intéressée de voir concrètement ce qui s'est passé à Reims suite à la démarche en question. Je coupe parce que j'ai un bruit de tondeuse derrière moi. Oui. Je vais essayer de passer la parole en fonction des mains levées, qui est quand même le système le plus simple pour échanger quand on est un petit peu nombreux. Donc Sarah, pour commencer, tu avais levé la main, on t'écoute. Oui, tout à fait. Comme Dominique, je suis intéressée de savoir un peu dans la pratique comment ça se développe maintenant sur le territoire de Reims. Et je voulais demander à Guillaume aussi si cet outil s'appliquait à des échelles de projets plus petites, par exemple à l'échelle d'un îlot au sein d'une ZAC. Et est-ce que ça change quelque chose sur les données d'entrée, sur ce qu'on peut en sortir, etc. Non. Alors, attends Guillaume, on peut peut-être prendre juste la remarque de Charles et puis après je te laisse la parole. Comme ça, on fait un petit paquet de questions. Vas-y Charles. J'entends, mais je pense qu'il vaut mieux répondre à la première question parce que cette notion d'échelle est bonne. Enfin, je trouve que c'est intéressant comme sujet. Et moi, je vais parler d'autre chose. Donc. Ok, alors on y va. Vas-y Guillaume. Ok, alors sur la notion d'échelle, je suis resté léger là dans la présentation à dessein parce qu'on peut vite rentrer dans des choses assez complexes. Un autre avantage de la gestion de l'eau, c'est qu'on n'a pas le choix que de se confronter à des approches transscalaires, c'est-à-dire qui fonctionnent à toutes les échelles. Donc la méthode eau et l'intégralité de la démarche fonctionnent à toutes échelles. Après, les indicateurs, les cartes à score, elles sont calculées à l'échelle du mètre carré, pour faire très concret. Bon, est-ce que ça a un sens sur une parcelle de 100 mètres carrés? Je ne suis pas sûr. Enfin, il faut raison garder. Moi, j'aurais tendance à dire qu'à partir de 1-2 hectares, on commence déjà à être pas mal. Voilà. C'est-à-dire n'importe quel projet de ZAC, n'importe quel projet d'aménagement de voirie, n'importe quel projet, puisque là, on va regarder pas juste le projet, mais son bassin versant et son empreinte, puis pas forcément son bassin versant au sens hydrologique, aussi son empreinte dans un quartier, par exemple. Et ce que ça invite à faire, la méthode, quand on l'interroge à des petites échelles, c'est justement ça. C'est de regarder pas juste son projet, mais l'environnement du projet. Parce que là où on fait passer un bus à haut niveau de service, globalement, on met une chaussée béton ou une chaussée en macadam, et pas petite, quoi. Mais par contre, ailleurs, on peut l'accompagner. Et puis, c'est très intéressant, c'est là où on revient avec la notion de co-bénéfice, de service écosystémique, qui fonctionne aussi à l'échelle d'un quartier. C'est-à-dire que quand vous réfléchissez pas uniquement sur l'axe de votre bus à haut niveau de service, je prends un sujet comme ça, mais il y en a d'autres, ou l'axe ou l'empreinte de votre ZAC, et que vous réfléchissez autour, d'un coup, vous améliorez l'acceptabilité sociale de votre projet parce que vous dites aux commerçants, on va améliorer le cadre de vie du quartier. Voilà, en mettant de la végétation, en mettant des espaces de nature. Et puis, d'un autre, vous vous dites aussi, vous vous donnez l'opportunité de mettre en sécurité votre infrastructure ou votre aménagement, parce que vous allez gérer la problématique de l'inondation, par exemple, à la source. Vous vous retrouvez comme ça. Donc, c'est pas seulement
adapté aux petits projets. C'est fait pour, enfin aux petites échelles. C'est fait pour travailler, quelle que soit l'échelle. Donc ça, c'est la première réponse. Après, concrètement sur Reims, moi j'ai plein d'exemples. Je ne vais pas projeter ici des exemples. Je vais vous en donner 2 qui sont bien qui sont bien comme il faut. Donc à Reims, si vous êtes familier des lieux là-bas, à 500 mètres de la cathédrale, il y a une avenue qui s'appelle l'avenue Jean Jaurès, voilà, qui arrive sur une place qui s'appelle la place Aristide Briand, avec le monument aux morts de la guerre de 14 dessus, et puis la porte de Champagne, l'ancienne porte de la ville. Donc on n'est pas loin de la cathédrale des Sacres quand même. On n'est pas dans le cœur de ville, quoi, hein. On est sur un des axes principaux d'entrée dans la ville. C'est un axe où, sur la place Aristide Briand et à Laval, et puis partout dans le quartier autour, il y a régulièrement des inondations par ruissellement. Pourtant, c'est un axe qui est lourdement équipé en infrastructure pluviale. Il y a 2 réseaux, il y a 4 mètres carrés de section au total, enfin bon, juste pour les eaux pluviales. Pourtant, il y a régulièrement des désordres. Et puis, en 2021, à une semaine d'intervalle, 3 pluies intenses, une la première semaine, une deuxième la deuxième semaine, et puis une troisième 7 jours après encore. C'était parfait. 3 pluies intenses. Bon, quand nous, hydrauliciens, on fait les calculs, ce n'était pas les pluies du millénaire non plus. Ce n'était pas des petites pluies, il ne faut pas se mentir. Et 3 inondations coup sur coup. Ce qui a été fait, parce qu'on était en cours de conception de la méthodo et des outils, et qu'on leur a dit, mais écoutez, le bassin de 10 000 m3 que vous voulez mettre enterré sur la place Aristide Briand, et puis qui représente un montant d'investissement colossal, il est peut-être possible de le remplacer par des solutions de gestion des eaux pluviales conçues avec le modèle Horus et avec la méthodo. C'est-à-dire des solutions de modulation de l'occupation et de l'usage des sols en espace public et sans rien toucher à l'empreinte des voiries ou aux toitures des bâtiments. Et ça fonctionne. C'est ce qui a été fait. Ça a coûté entre 15 et 20 fois moins cher. Donc après, il y a des choix opérationnels de collectivité. Et je ne vais pas dire qu'il n'y a plus d'inondations au quartier Jean Jaurès, parce que ça, c'est un peu... ouais, d'accord, il n'y a peut-être pas plu aussi fort qu'en 2021 jusqu'à présent. Donc, ouais. Mais on a de bonnes raisons de penser, de bonnes raisons mathématiques, de bonnes raisons scientifiques de penser que les problèmes qu'ils ont connus, sous réserve de la mise en place des solutions qu'on a préconisées, ne se reproduiront plus. Donc c'est quand même très concret. Et en déployant ces solutions de maîtrise de l'usage des sols, on n'a pas fait que gérer l'inondation par ruissellement. On a rapporté du cadre de vie, on a apporté de la désimperméabilisation, on a lutté contre les îlots de chaleur parce qu'on a repris des places minérales pour les végétaliser. On a assuré le maintien du couvert végétal parce qu'on a remis de l'eau dans le sol, parce que quand il n'y a pas assez d'eau dans le sol, la végétation, enfin bon, c'est comme tout le monde, quoi, pas d'eau, pas de vie. C'est aussi bête que ça. Et puis, on a une acceptabilité sociale et une acceptabilité de ces solutions qui a été exceptionnelle par les riverains dans le quartier. Pourquoi ? Parce que l'alternative, c'était quoi? C'était 50 travaux pour mettre un gros bassin enterré et la fermeture de tous les commerces et la mort de tous les commerces pendant le chantier, quoi. Qui n'a pas été le cas ici. Charles, tu veux prendre la parole? Ton micro est coupé, hein. Et par ailleurs, je regarde bien le chat, hein, je dirai les autres questions après. Vas-y, Charles. Donc, bien sûr, on a toujours énormément de questions après un exposé à la fois brillant et pertinent, parce qu'il s'applique à toute une série d'occurrences nouvellement prises en considération par le public, par le grand public. C'est pour ça que je vais m'attacher au problème de l'acceptabilité. La question, c'est toujours dans les sujets d'urbanisme, quand nous sommes nous-mêmes confrontés à l'acceptabilité par la population, et on parle donc bien de la même chose, c'est à la fois la hiérarchie des valeurs qui peut changer au fil des choses. Le lendemain du jour où vous êtes intervenu, où la décision a été prise, vous avez une assemblée qui a changé. Et à ce moment-là, quelle est la trace et quelle est la nature de la trace qu'on peut laisser des paramètres de la décision et de la valeur de la décision?
Et attaché à ça, plus particulièrement pour le problème de l'eau, il y a la question des cycles. Parce que nous avons tous été éduqués pendant les 100 dernières années à dire qu'il y a des cycles centenaux ou centenaires et des cycles décennaux, etc. Ça, c'est tout à fait dans l'esprit de tout le monde. Et en plus, il y a peut-être une réalité. Et cette notion de cycle a à intervenir avec la notion évidemment liée à la co-construction, qui est l'évaluation permanente, ou tout au moins l'évaluation en cours. Donc, ma question est attachée à tout ça. Comment pouvez-vous prendre en compte, comment avez-vous pris en compte ces éléments d'application de votre méthode aux domaines qui sont les nôtres, c'est-à-dire les domaines de l'humain qui occupent un territoire? Alors, c'est une excellente question. D'abord, non, mais c'est parce que ça a été extrêmement difficile. C'est ce qui a représenté le plus de travail, en fait. Le travail scientifique, il est déterminé, si vous voulez. Ce travail-là, il est un peu plus compliqué. Donc, ça me fait plaisir qu'on l'aborde, déjà. C'est pour ça que je trouve que c'est une excellente question. Le premier, d'abord, je tiens à préciser, la méthode n'est pas une baguette magique, donc je ne peux pas aller contre certaines choses, et puis je n'ai pas tout pouvoir. Je n'ai pas le pouvoir d'un État, par exemple, pour décréter certaines choses ou pour changer certaines réglementations ou certaines manières de faire. Je dois faire avec, je dois coopérer avec une certaine vision de la représentation plutôt que de la participation. Voilà. À certains moments, on a dû faire avec. Cette limite-là étant quand même positionnée, je vais préciser quand même que la première étape, ça a été de déconstruire. Je l'ai bien dit, hein, la première étape de la méthodo, c'est de partager des connaissances, des définitions et un référentiel commun. Et pour répondre à votre question, c'est par là qu'on est passé. C'est-à-dire que nous avons essayé de faire monter le niveau de connaissance, le niveau de formation, le niveau de prise de conscience, le niveau de culture en matière de gestion de l'eau, de l'ensemble des habitants de manière générale. Je ne garantis pas qu'on y soit arrivé pour tout le monde, ce n'est pas le sujet. Mais on s'est efforcé de procéder ainsi. Le deuxième levier, quand on commence ça, c'est d'agir en transparence. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait est accessible pour tous, est fait pour tous et par tous, est accessible par tous. Il n'y a rien de caché. Absolument rien. Qui pose une question obtient une réponse. Qui veut savoir ce qu'il s'est dit à quel moment et par qui obtient la réponse. Ensuite, il y a l'obstacle de la gratuité. C'est-à-dire que du prix. Les ateliers qui étaient ouverts au public, les démarches qui ont été faites auprès du public sont accessibles gratuitement, en journée, malheureusement, et bon, ça nécessite un investissement. Il y a l'obstacle du numérique. C'est-à-dire qu'il n'a pas été question, et il n'est pas question, de faire du 100% numérique sur ce genre de problématique. C'est beaucoup trop excluant. Donc, énormément de choses ont été faites en présentiel. Et franchement, en 2020, ça a été compliqué. Voilà. Mais on a tenu bon là-dessus aussi. C'est-à-dire que, bon, quand confinement, c'est confinement hein, pour tout le monde, hein, mais après les confinements, on a tenu bon on revient, on refait du présentiel, et on remarque les choses véritablement entre les yeux. Donc, il y a ça. Et tout ça, ça vient servir un processus de déconstruction d'idées reçues, de manières de procéder qui sont ancrées dans la culture commune. Et puis, fort heureusement, la collectivité, là, par exemple, pour le Grand Reims, la plupart du temps, les collectivités, elles sont très volontaires de ce genre de démarche et elles ont des exemples. C'est-à-dire qu'il faut profiter du déjà là, du déjà vu, du déjà là. Et ça, il y en a. Et en matière de gestion des eaux pluviales, du déjà là, avec des solutions fondées sur la nature, des endroits où ça fonctionne, il y en a. Donc, on a tout un tas d'éléments. Bon, est-ce que c'est parfait? J'en doute. Est-ce qu'on a atteint tout le monde? J'en doute également. Est-ce qu'on est capable de signer là sur la table avec les deux mains et la tête sur le bio que les avis ne vont pas changer le lendemain de la prise de décision? Non.
Voilà, j'en suis pas capable et personne ne le serait parce qu'il a fallu faire avec. Mais on s'est organisé comme ça. Alors ça a plutôt bien fonctionné. Notamment, le premier concept qu'on a déconstruit, c'est ces idées de cycle. Voilà. Le tout premier qui me hérisse, c'est par exemple quand j'entends parler du petit cycle de l'eau. Il n'existe pas de petit cycle de l'eau. C'est pas un cycle, c'est l'interface des activités humaines avec le cycle de l'eau, mais il n'y a qu'un seul cycle de l'eau. Il n'existe pas de petit cycle de l'eau. Voilà, pourtant, on a tous grandi à l'école. Moi, le premier, on m'a expliqué qu'il y avait le grand cycle de l'eau et puis le petit cycle de l'eau qui était l'eau potable et l'assainissement, en gros. Voilà. Non. D'un point de vue hydrologique, ça n'existe pas. On a aussi beaucoup déconstruit ces notions de période de retour avec la population, avec les élus, avec les viticulteurs, notamment en Champagne, avec et leurs fédérations professionnelles, avec leurs organismes de certification, on a travaillé avec les parcs naturels régionaux, on a travaillé avec l'association qui porte le bien UNESCO Cave de Champagne et Coteaux de et Cave et Coteaux de Champagne. Voilà, on a travaillé avec ces acteurs-là aussi pour amener du déjà vu, du déjà là, et pour amener de la déconstruction de la notion notamment de période de retour que vous citiez tout à l'heure. Et ça fonctionne assez bien. Oui, ce qui est intéressant, c'est de reprendre à la racine, en fait, tous les concepts, les définitions, de les remettre sur la table et puis de les reformuler avec le maximum de personnes. Et moi, ce que je trouve vraiment très intéressant dans les travaux de Guillaume et vraiment remarquable, c'est cette capacité à jongler sur trois axes. Il y a son axe effectivement d'expert avec une très grosse expérience d'hydrologue. Donc déjà, il faut se dépassionner soi-même, ce que Guillaume a quand même bien fait, parce que maintenant, c'est très difficile de lui refaire faire une étude dans les schémas classiques, je dirais, d'il y a 5 ans. Donc, il ne peut plus. C'est très bien. Il y a ce côté de vraiment veiller à convoquer tous les moyens possibles, d'embarquer le maximum de gens dans la recomposition de toutes ces définitions. Et à ce titre, c'est dommage qu'on soit en visio, mais le jeu de cartes, il est vraiment fantastique parce que c'est vraiment, il y a 3 étapes. On a les idées reçues, les critères qu'on va pouvoir travailler, et puis les solutions. Et puis voilà, on se pose des questions et on sort d'une session en fait avec une culture un peu minimale, certes, mais quand même une culture que très très peu de gens peuvent avoir facilement sur le ruissellement. Et puis le troisième, c'est quand même le côté dur de la science. On n'a jamais eu finalement autant de données environnementales sur ces territoires. On n'a jamais eu autant de puissance de calcul. Et donc, le gros intérêt de la méthode aussi, c'est en même temps de théoriser toutes ces données, de les coucher sur des cartes, de les découper en petits pixels et d'en faire, en fin de compte, des algorithmes qui viennent alimenter la scénarisation de ce qu'on se raconte. Donc, c'est quand même voilà, un sacré coup de poker sur toutes ces thématiques qu'a réussi Guillaume. Et Christophe, tu avais levé la main, peut-être qu'on peut prendre ton intervention. Oui, bonsoir. Christophe Bartholins, donc Dominique Lancredon avait passé l'information. Donc, je suis venu de l'Association des urbanistes des Hauts-de-France. Je suis coprésident. Ravi. Et donc, ma question à Guillaume, elle porte sur toute la dimension qu'il a révélée dans l'introduction de son travail, qui consistait à dire que c'est un exercice d'ajustement permanent. Et pour moi, dans cet ajustement permanent, il y a un changement de donne incroyable qui est celui du retour à la proximité. On a construit des systèmes énormes qui sont sur des bassins versants, qui sont sur des systèmes transfrontaliers, et on n'arrive pas à régler le problème à cette échelle-là. J'ai une partie de ma famille qui est origine d'Allemagne, donc le bassin rhénan. J'ai habité à proximité également. Ça fait des décennies qu'on règle le problème et on sait qu'à l'avenir, on ne réglera pas la submersion des Pays-Bas par des systèmes hydrologiques. Puisque, en fait, c'est l'eau qui va chez le voisin, qui reva chez le voisin, ainsi de suite. Donc, si on reprend à des échelles de territoire plus petits, on a ces mêmes problèmes et le facteur effet ciseau vient aussi du fait qu'on va avoir des pénuries d'eau, même dans des territoires qui ne manquent pas d'eau toute une partie de l'année, il va y avoir des pénuries d'eau.
Et donc le rapport à l'eau devient beaucoup plus naturel, mais doit être géré en proximité. En même temps, il y a plein de blocages par rapport à ça. Et actuellement, nous, on travaille un projet à Reims, hein, justement, dans le Grand Reims, et je vais essayer de m'appuyer sur ce projet pour vous montrer un peu les limites du système. Sur ce projet, il s'agit de l'ancienne base aérienne 112 à Reims, hein, qu'on est en train de rénover en une micro-ville durable. Donc on a récupéré cette friche militaire, ça a pris pratiquement 8 ans pour la récupérer, avec plein d'oppositions. Et aujourd'hui, c'est l'un des premiers projets qui est géré sous forme avec une société d'aménagement qui est une foncière coopérative, une SIC coopérative, qui s'appelle SIC Microville 112. Donc on essaie d'abord de rétablir la base dans ses fonctions initiales. Elle avait tout ce qu'on retrouve dans un quartier ou dans une ville, avec y compris une station d'épuration. Et on essaye d'inscrire ce projet à partir d'une occupation transitoire jusqu'à un niveau d'aménagement d'un quartier climatiquement neutre, donc adapté aux défis qu'on rencontre aujourd'hui pour demain. Donc c'est quelque chose de tout à fait progressif et qui nécessite d'impliquer chacun des acteurs. Mais quand on discute avec la collectivité le voit de haut en bas. Elle le voit avec une infrastructure, elle fait des investissements pour augmenter une station d'épuration, pour réaliser une station de biométhanisation, du coup elle le voit par le biais habituel, hein, qui est un biais de fiscalité et biais de l'argent et d'une installation technique qu'il faut tourner. Donc on a tous un système qui fonctionne en arbre jusqu'à l'exutoire et qui est payé par la collectivité, des mécaniques de financement public. Et nous on pose la question en disant c'est très bien, mais nous comme pour l'énergie on aimerait pouvoir recycler notre eau. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme expérimentation pour recycler cette eau? Parce qu'il y a un avantage pour la collectivité à recycler cette eau, et il y a un avantage pour les usagers. Mais si l'avantage il est supprimé par les habitudes, on ne va pas recycler l'eau. Oui. Et le sujet qui se pose est vraiment un sujet aussi d'acculturation. On installe un éco-campus au cœur de cette micro-ville durable pour progressivement former les personnes en coopération. Et la coopération est effectivement l'exercice le plus compliqué qui existe. Il faut véritablement prendre des mois, des années pour former une communauté pour qu'elle soit en capacité de coopération. Mais passer à Toulouse à travailler sur la récupération des urines, c'est des gisements énormes, à la fois de fertilisants, en pénurie de fertilisants, du pétrole, mais c'est aussi des gisements énormes de limitation de la pollution des eaux pluviales, enfin des eaux qui sortent des réseaux. Mais traiter ça, c'est directement chez les gens. Parce qu'on va installer une toilette de récupération des urines, c'est 10 fois moins de consommation d'eau, mais ça part chez les gens. Donc la question pour atterrir, c'était simplement comment est-ce qu'on reconstitue cette proximité? Comment vous avez identifié cet enjeu de la proximité dans l'exercice sur lequel vous avez travaillé pendant ces 4 ans-là, qui est un démarrage? Voilà, qui est un démarrage. Après, c'est dans les mains de la collectivité maintenant sur la partie pluviale. Donc, la première chose, c'est qu'on construit avec, on va dire, les parties prenantes du territoire qu'on arrive à identifier, hein, la thématique. Et toutes les thématiques d'assainissement, de réutilisation des eaux et les problématiques d'eau pluviale, d'eau potable, pardon, ne font pas partie du champ du plan pluie. Voilà. Pour tout un tas de raisons. Par exemple, la réutilisation des eaux ne dépend pas d'une collectivité. Elle dépend de décrets qui sont en cours de consultation maintenant. Et puis qui sont, on va dire, là c'est l'hydraulicien qui reparle, à discuter et à regarder de près, avec des choix de société à la fois à grande échelle, mais aussi des conséquences à toute petite échelle. Voilà. Donc il y a vraiment des choses à dire là-dessus. Donc ça ne fait pas partie du champ. Faut bien le comprendre. Là, la méthode a été appliquée au Grand Reims pour de la gestion du pluvial. Maintenant, comment on a récupéré cette notion de proximité? C'est affreux la manière dont je vais le dire. Vous allez trouver ça affreux, et moi aussi je le trouve affreux. Il faut bien que le réchauffement climatique ait un avantage. Le réchauffement climatique, ses effets, nous les ressentons tous de plus en plus dans nos propres chairs. Il fait chaud, il y a des inondations, il y a des gens dehors, il y a des gens qui se déplacent, il y a des conséquences, et depuis quelques années, elles sont de plus
plus en plus marquée. Il devient difficile, même pour le plus obtus des climato-sceptiques, de nier qu'il y a un problème. Pourquoi ? Parce qu'il a forcément, si ce n'est lui, au moins quelqu'un dans sa famille, surtout en France, qui a ressenti les effets dans sa chair, dans son habitation, quelque chose. Faites l'expérience autour de vous. Et c'est comme ça qu'on crée de la proximité. C'est terrible, hein ? Moi, je trouve ça affolant de devoir se servir de ça. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de ça. Alors, voilà. Mais en fait, c'est comme ça qu'on a construit cette proximité. Non pas en jouant sur les peurs, hein, c'est pas de ça qu'il s'agit, hein, mais véritablement en disant, en fait, les conséquences, vous les avez, la vision, vous l'avez. C'est aussi comme ça qu'on récupère la partie prise de décision. C'est-à-dire que les citoyens sur le territoire, comme on construit la problématique avec eux, qu'on leur donne le thermomètre, qu'on leur donne la manière de voir et qu'on parle de leur sujet, puisqu'on part de la base, hein, c'est de ça qu'il s'agit, ils peuvent difficilement vous dire que finalement, vous êtes à côté de la plaque, quoi. Mais il y a quelque chose aussi dans le côté multi-échelle de la méthodo, il y a quand même la possibilité aussi pour quiconque de s'apercevoir des effets globaux, je dirais, d'une attitude locale. Oui. Puisqu'après, Guillaume a oublié de le préciser, mais toute la partie algorithmique de la méthodo qui passe donc d'un pixel d'un mètre carré jusqu'au plan pluie des 1500 km² du Grand Reims, c'est un processus algorithmique qui, même s'il est extrêmement complexe et un petit peu lourd, tourne beaucoup plus vite que les méthodes traditionnelles qui consistaient à essayer de suivre une goutte d'eau à travers un bassin versant. Donc on peut multiplier les scénarios, on peut multiplier, voilà, les gens peuvent multiplier en fait les avis, tout ça, et on peut faire tourner des modélisations en même temps pour avoir aussi un jeu de ping-pong entre ce que l'on peut faire, ce que l'on a envie de faire, et l'impact global pour le voisin, l'habitant qui est à 100 mètres, à 1 km, à 10 km, enfin qui est même éloigné de sa propre zone. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que finalement, dans ce pensée globale, faire local, etc., ben, voilà, il y a aussi des nouveaux moyens qui permettent d'illustrer plus facilement et plus rapidement, même si c'est très compliqué, hein, et Guillaume a passé une grande partie de son doctorat à faire en sorte que les algorithmes tournent assez vite. Ben voilà, ça permet d'avoir une nouvelle façon, finalement, comme il dit, de regarder le territoire avec des jumelles un petit peu nouvelles. Voilà. Dominique, tu avais levé la main, puis après Charles aussi. Donc, oui, je voulais juste poser peut-être une question à Guillaume à partir de mon expérience d'habitante de la vallée de l'Aa, où effectivement on vient de vivre et on va revivre, il paraît déjà fin janvier, ces épisodes de crue qui, alors j'en souris, mais je peux vous dire qu'on devient tous un peu experts, c'est-à-dire qu'on lit, on regarde Vigicru toutes les demi-heures, on surveille chaque cours d'eau pour savoir ce qui se passé, et on essaye tous de faire de la prévision, mais en même temps, on subit évidemment. Donc je me dis qu'un système tel que l'a développé Guillaume pourrait permettre, déjà je pense que les gens montent en expertise et en analyse. Par exemple, cet après-midi, j'ai rencontré une personne qui m'a dit mon mari a démoli tel mur autour de chez nous et on a remarqué entre les deux crues qu'on avait gagné 15 cm de marge de manœuvre. Voilà, bon, c'est du très concret, quoi. Et donc j'imagine que le modèle dans un système comme celui-là, appliqué à l'ensemble de la vallée de l'Aa et au-delà à toute la plaine maritime, hein, parce que Christophe l'évoquait, on est en fait, je pense que ce métier d'hydraulicien, il est très fondateur du métier d'urbaniste. Et là, je pense aux moines cisterciens qui venaient de Hollande et qui ont asséché tout ce pays et organisé tous les systèmes qu'on connaît de gestion de l'eau, en fait, et de gestion des terres en même temps. Donc voilà, bon, bref, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais donc, est-ce qu'on peut imaginer, et je trouve que le fait de partager, de monter en compétence avec les gens est essentiel, quoi, en fait, dans tout le processus.
Et donc, est-ce qu'on peut imaginer que ben voilà, l'État vous a primé, enfin l'État ou je ne sais pas qui vous a primé comme le meilleur hydraulicien de France aujourd'hui, c'est formidable. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on vous confie la mission de piloter un peu plus ce qui se passe dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, pour ne parler que d'eux? Alors, j'en serais très heureux. Mais Mon chef encore plus. Bon. ouais, ouais, ouais. Mais est-ce qu'on peut, si on se projette en 2050, je ne sais pas quel âge vous aurez en 2050, mais est-ce qu'on peut imaginer Très que jeune, très jeune. grâce à votre système, tous les habitants des différents territoires pourront être bien mieux renseignés qu'on ne l'est aujourd'hui par Vigicru, qui a beaucoup de qualité, hein, mais qui en est, on sent bien, on en est encore au début quoi, de tout ça. Et effectivement, que dans les décisions que nous avons à prendre les uns et les autres, à la fois individuellement, mais collectivement, dans la rue, dans le quartier, etc., on pourrait construire nos décisions en nous appuyant sur tous ces systèmes mis en place. Et je pense à des systèmes qui existent aux Pays-Bas sur la gestion des espaces publics qui nous font penser beaucoup à ce que vous faites là. C'est très intéressant, vraiment. Donc voilà, est-ce que vous voyez piloter un système à une échelle plus large et tout en restant local? Alors, la réponse très courte, parce qu'on ne va pas faire un atelier d'acculturation ici, c'est oui et à la fois non. C'est oui, c'est fait pour ça. C'est-à-dire que il est bel et c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Maintenant, pourquoi non? Parce qu'il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire que reprenons le cas de la vallée où vous habitez. Voilà. La première étape, c'est d'identifier de quelle montée en compétences on parle, et puis c'est d'identifier la nature du phénomène. Les outils dédiés au ruissellement vont moins être pertinents sur des outils dédiés par rapport à des approches cours d'eau. Ceci dit, il existe ce même type d'outils sur des approches cours d'eau. Hein, vous voyez, l'inondation par ruissellement, l'inondation par cours d'eau, l'inondation par nappe, par submersion marine, tout ça, ce sont des compartiments différents. Donc, il est tout à fait possible d'avoir une réponse à votre question. Donc, c'est pour ça oui, mais pas directement. Là, il y a à déployer pour de vrai la méthode pour obtenir la réponse. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, moi, j'aime pas les vraies fausses solutions ou les vraies bonnes mauvaises idées. On entend là, il y a encore eu d'ailleurs récemment je dirais pas où, je dirais pas comment, mais des agriculteurs qui ont été, dans un syndicat bien connu, mais qui ont été curés en fait les fossés, qui ont été curés les cours d'eau pour déposer ça devant la préfecture, parce que c'est bien connu, si on avait curé les cours d'eau, il n'y aurait pas eu d'inondation. Non, en fait, c'est même l'inverse. Et les zones, alors il n'y a pas d'études scientifiques parce que les événements sont trop récents, mais les données tendent à montrer que les zones et les communes qui ont préservé leur zone de marécage en amont ont moins de dommages que les communes, voire pas de dommages, hein, que les communes qui ne les ont pas préservées. On sait ce que ça raconte, c'est qu'il ne va pas y avoir de miracle. À un moment donné, il va falloir accepter de ne pas construire ou de ne plus construire ou de déplacer les personnes. Il faut accepter ça. Il faut accepter que ça peut être un résultat de la méthode. Voilà. La méthode, comme on co-construit la solution, alors évidemment, personne n'a envie d'entendre ça. Voilà. Mais on peut passer par un plan de préemption obligatoire, et puis ça prend 50 ans. Dans de la transmission des biens, par exemple, c'est relativement plus doux que de l'expropriation. Bon, de toute façon, là, il y a pas mal de maisons qui vont devoir être détruites pour des questions de structure. Est-ce qu'on reconstruit ou pas? Donc, c'est des questions qui sont lourdes. Et il faut accepter, quand on déploie la méthode, qu'on peut amener ce type de réponse. Tant que ça, pour les personnes qui participent au processus, c'est hors de question, on ne peut rien faire. Mais c'est là aussi où, je le redis, le contexte climatique actuel, les épisodes qu'on prend maintenant, les sécheresses qu'on a prises cette année, l'année dernière, surtout l'année dernière, enfin, voilà, peu de monde revient mettre en question le fait que oui, on a peut-être construit, on a peut-être urbanisé, on a peut-être modifié des cycles et des équilibres qu'on ne comprenait pas totalement, ou à des endroits où on ne devait peut-être pas faire. Et il y a une certaine acceptabilité à se déplacer. Maintenant, si vous dites juste ça, bon, les gens qui habitent là,
Enfin, moi, je ne viens pas le leur annoncer en disant juste ça, quoi. Il faut regarder. Non, mais c'est une approche systémique. Il faut regarder l'ensemble du problème. Quelle solution on leur offre? C'est des vies. C'est pas juste des numéros et des habitants dans une maison. C'est des vies. Donc, bassin d'emploi, on fait quoi? Patrimoine, on fait quoi? Enfin, on ne peut pas. Voilà. C'est là Il y a oui, tout ça c'est derrière. là où ça devient un acte d'urbanisme. Hein, voilà. Exactement. Voilà. Mais oui, c'est fait pour. Charles, C'est vraiment oui. fait pour. Charles, on t'écoute. Tu as coupé ton micro. Ton micro, Charles, ton micro, on ne t'entend pas. Voilà. Oui, je disais que la transition que Laurent vient de faire là, est parfaite par rapport au thème que je voulais aborder, parce qu'à la limite, bien sûr, je vais formuler une question, mais vous ne pourrez pas y répondre. Mais c'est plutôt une question pour nous tous. Personnellement, j'ai eu et j'ai une formation complètement double entre les sciences dures et les rigolos. Les rigolos que sont les intuitifs, les architectes, les connards, etc. J'ai vraiment passé toute ma période de formation entre les deux. Et j'en ai retenu une seule chose, que je vais prendre par exemple sur le rapport entre l'architecte et l'ingénieur de béton armé, l'ingénieur dit de structure. L'ingénieur, on lui apprend une méthode dite de vérification, et l'idiot, le concepteur, on lui apprend une méthode de conception. Et dans ces deux grandes méthodes intellectuelles complètement différentes, l'arbitrage s'est fait tout seul, en dehors des compagnies d'assurance qui s'en sont mêlées. On choisit le concepteur et ensuite on choisit l'ingénieur. Donc la question pour vous, enfin le scientifique, la question pour vous et la question pour nous, c'est que bravo pour ce que vous faites. On va avoir heureusement des doctorants dans de nombreux autres sujets qui ont émergé récemment comme étant des sujets qui vont devenir de plus en plus essentiels, de plus en plus intéressants, etc., y compris dans la production agricole. Qu'est-ce qu'il faut produire, pas produire, etc. Donc la question est toujours la même. On revient à la question qui est toujours la même, qui a planté les urbanistes depuis 50 ans. Qui décide? Qui arbitre? On va nous redire la légitimité démocratique, c'est les élus, qui par définition sont là pour des cycles qui n'ont rien à voir avec le rythme des phénomènes et les cycles de la propriété, de sa transmission, etc. Donc, est-ce que nous, les urbanistes, il ne faut pas que nous anticipions sur la multiplication de ces impossibilités de trouver des arbitrages que je vais qualifier provisoirement de techniques pour mettre des projets co-construits entre les disciplines et pas seulement avec la population devant l'arbitrage des choix politiques. Est-ce qu'on va être assez intelligent pour ne pas se limiter les uns les autres à ce qui nous motive et à dire, bah oui, mais si vous choisissez lui, ça voudra dire que, etc., mais au contraire, à venir faire une proposition plus holistique. Alors, tu as raison, Charles. On va pas arriver à répondre à la question, surtout à cette heure-ci. On a combien d'heures pour la dissertation? Bon. Oui, non, mais excusez-moi, mais c'est tout notre problème des 40 dernières années. C'est pour ça que la profession d'urbanisme n'arrive pas à émerger, parce qu'elle ne peut pas revendiquer la responsabilité sur quoi que ce soit. Oui. Le médecin peut, n'importe quel autre, le mécanicien peut, parce que s'il vous donne une garantie de 2 ans, d'1 an, truc, nous, on ne peut rien. Donc évidemment qu'on ne sert à rien, sauf à écrire des textes qui sont considérés comme des textes juridiques, écrits par des gens qui n'y connaissent rien en droit. Voilà. Je pense que... J'ai un écho encore, bon, c'est pas grave. J'enlève le mien. Je pense que
le premier travail des urbanistes, c'est d'être justement au courant des travaux que tu évoques, dont celui de Guillaume, parce que quand même les choses bougent énormément aujourd'hui. Il me semble, enfin on le voit aujourd'hui, que sur un sujet qui paraissait dans le monde des urbanistes ou des architectes très secondaire, qui est quand même la gestion du ruissellement, on parle de l'eau de pluie. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Charles, pendant 50 ans, voilà, c'est vraiment la dernière case de la dernière case du dernier rapport. Aujourd'hui, on voit que ce sujet-là, bon, alors je rejoins Guillaume dans le sens que c'est peut-être malheureux, mais que les événements font qu'il revient au-dessus de la pile, mais en plus à un moment quand même qui est très particulier, où on a à la fois une multitude de données sur les territoires qu'on n'aurait jamais imaginées. On a des nouveaux moyens techniques qui permettent de les traiter et de les faire parler. Et puis, on a effectivement des ingénieurs comme Guillaume qui, partant de leur domaine spécifique, sont complètement holistiques parce qu'ils sentent bien. Voilà. Donc, moi, je dirais les urbanistes d'aujourd'hui, bah, c'est des gens comme Guillaume. Et c'est à nous qui nous disons urbanistes d'être comme lui, de travailler en holistique, de convoquer toutes ces nouvelles façons de faire et d'affirmer l'idée qu'on est capable, comme tu dis, Charles, de proposer des méthodes, des résultats et des ambitions disruptives par rapport aux nouveaux enjeux de l'urbanisme. Donc moi, je pense que ce qui est intéressant quand même, ce que je retiens aussi dans ce qu'a expliqué Guillaume, c'est cette notion de susceptibilité. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'essayer de théoriser ce que chaque partie du territoire est susceptible de faire le mieux. Donc, effectivement, il y a des parties, on le sait très bien en urbanisme, il y a des parties qui sont davantage susceptibles d'accueillir du bureau, d'autres du logement, d'autres du commerce, d'autres de la nature, d'autres des arbres, d'autres des champs, voilà. Mais finalement, à part de dire, il nous semble finalement que le plan d'ensemble, il ressemble à quelque chose, on a très peu de moyens de qualifier cet entrecroisement de la susceptibilité des territoires à faire quelque chose. Donc, ce que propose Guillaume, quand même, c'est quand même hyper important. C'est-à-dire, c'est une qualification de l'optimum de chaque partie du territoire à faire quelque chose. Ça, c'est quand même très, très, très nouveau. Je suis très content d'ailleurs que ça parte de l'eau, parce que comme je l'ai dit au tout début, l'eau est quand même la mère de tout urbanisme. Voilà. Mais il va falloir maintenant, au titre des urbanistes, qu'on assimile ces nouvelles techniques, ces nouvelles façons de faire. Ce qu'a aussi développé Guillaume, c'est que dès le début, ça se fait avec tout le monde. Ça aussi, voilà, c'était pas évident. Et donc voilà, on a un nouveau venu sur la table. Et en tout cas, au titre de la Société française des urbanistes, moi je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse et qu'on le déroule sur d'autres thématiques pour affirmer qu'il existe une nouvelle façon de traiter l'urbanisme qui n'est pas la façon des concepteurs. Ton micro. Ce que tu as dit à l'instant là, sur la base de l'urbanisme, oui, bien sûr, virgule, on sait aujourd'hui vraiment que l'enjeu, au moins pour les prochains 30 ans, c'est la vie sociale, c'est l'ordre social, c'est la capacité à faire nation, etc. Donc ça, c'est sur des cycles de réponses qui sont à la limite beaucoup plus complexes à évaluer, surtout à évaluer au sens propre de leur donner une valeur. Alors, il y a cette première chose-là, mais il y a aussi la propriété foncière qui, dans une société catholique et chrétienne, mais surtout catholique comme la nôtre, est devenue la source numéro 1 d'un patrimoine qui se transmet de père en fils, enfin de génération en génération. Donc on a ces trois choses qui viennent s'entrechoquer et qui constituent pour nous tous disons, une source de conflit immense. Absolument. Et jusqu'à maintenant, on a oublié certains critères, dont les critères
de risques naturels, parce qu'il n'y a pas que l'eau, risque naturel. Moi, j'ai travaillé beaucoup en montagne. Il y a également tous les risques naturels des avalanches et compagnie. On a éliminé ça pour ne pas se sentir responsable et dire que ça, c'est Dieu qui en est responsable. Aujourd'hui, maintenant qu'on l'approfondit, il va falloir s'éclaircir sur les autres. Donc, je dis simplement, la profession d'urbaniste, il faut qu'elle se structure vraiment si elle veut être capable d'affronter ça devant les caméras de télévision. Oui, je suis entièrement d'accord. Alors, on va lentement s'approcher de la conclusion. Donc, Christophe a peut-être une dernière intervention à nous proposer et on doit également 2 réponses à Sarah qui a posé 2 questions dans le chat. Voilà, donc vas-y Christophe. Ok, ce sera très court. C'était juste pour révéler, parce que je trouve que Guillaume Margeau a vraiment posé le doigt là où les choses doivent changer. C'est-à-dire qu'il a parlé de coopération d'acteurs avec des problèmes qui sont des problèmes multi-échelles, qui sont systémiques. Et cette coopération, c'est ce qui change sur notre table d'urbanistes. Sonia Lavadino parle de ville relationnelle. Non plus de la ville technique, mais la ville relationnelle. C'est-à-dire qu'on a besoin de plusieurs acteurs qui agissent ensemble pour réaliser une transformation positive, une amélioration continue. Et ici, pour l'eau, c'est incontournable. Mais c'est aussi incontournable pour l'énergie, c'est incontournable pour l'alimentation, on aura des problèmes de pénurie d'alimentation, etc. Donc toute la nouvelle donne changement climat change nos conditions de vie. Et aujourd'hui, à l'UNESCO, ce qui est mis en avant, c'est qu'il faut mettre au centre de la table les conditions du vivant. Oui. Donc on ne va plus mettre les intérêts personnels comme les propriétaires de terrain, les propriétaires fonciers, l'économie, le PIB, etc. au centre de la table, mais les conditions de vie. Et à partir du moment où on met ces conditions de vie au centre de la table, sur tout objet urbanistique, on va avoir plusieurs parties prenantes qui vont chacune devoir jouer leur rôle. Et actuellement est en train d'émerger la question de decentralized autonomous organization, donc des organisations autonomes décentralisées qui répondent à ces enjeux-là. Oui. C'est-à-dire comment est-ce qu'on donne la place à plusieurs personnes, rôles, entités pour pouvoir coproduire et donc être à égalité pour exprimer différents points de vue sur une situation. Oui, il y a clairement un changement qui est en train de s'opérer. Vraiment très très rapidement, moi je vous donne 2 éléments sur cette idée de décentralisation et d'autonomie. Fondamentalement, le modèle Horus, une des parties de la méthodo, est ce qu'on appelle un automate cellulaire indépendant au niveau mathématique. Voilà. On n'est pas loin des notions de métabolisme, c'est un peu comme ça que c'est vu en fait. C'est-à-dire que c'est de créer un coopérant qui ne peut exister que parce qu'il coopère. C'est un peu l'idée. Et puis après, pour la question dont je n'avais pas la réponse, c'est Monsieur Lambert. J'ai toujours pas la réponse, mais je me dis que c'est peut-être pas pour rien que j'ai commencé par dire que quand on a un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Voilà. Ouais. Vous avez bien compris que c'était pas une critique, c'est simplement. Ah oui, non, mais j'ai bien compris que c'était pas une critique, mais disons que ce que vous soulevez comme se placer devant l'organisation souhaitable pour des études et des approches pour le futur, c'est sûr. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut changer d'outil, quoi. Alors, il y a Jean-Claude qui a levé la main, mais avant ça, je voudrais quand même répondre à Sarah, parce que ça fait longtemps qu'elle a posé ces 2 questions. Donc là, je vais commencer par la plus simple, c'était à propos du jeu de cartes. Le jeu de cartes de la méthodo, est-ce qu'on peut le communiquer? Est-ce qu'il reste un outil interne à Artelia? Donc, je parle sous ton contrôle, Guillaume, mais le jeu de cartes de la méthodo, on a grand plaisir à le communiquer à ceux qui veulent le regarder. Cependant, nous, ce qu'on aime bien, c'est dire que ce n'est pas un jeu en l'air et qu'il fait partie d'un processus d'accompagnement. Donc, pour résumer, nous, on aime bien utiliser le jeu de cartes en profitant pour entamer une discussion avec les gens qui l'utilisent et jouer notre rôle un peu d'expert et de pilote de la démarche. Mais cependant, pour vous tous, si vous souhaitez en avoir un, je pense que Guillaume, on pourra en envoyer un par la poste ou le donner en main propre si vous êtes sur Paris. Voilà, envoyez-moi un mail pour résumer et puis on vous fera parvenir un jeu de cartes. Voilà.
Et la deuxième question, Sarah, c'était au tout début, là, qu'est-ce que tu veux dire par solution de modulation des eaux pluviales? Alors, Voilà. j'ai dû fourcher modulation de l'occupation et de l'usage du sol. Mais Ah, en ok. gros, ça veut dire demain, qu'est-ce qui se passe si je remplace toutes mes toitures plates par des toitures végétales ou par des forêts? Est-ce que c'est possible déjà? Et puis, c'est peut-être pas opportun de les remplacer toutes les toitures. Peut-être qu'à certains endroits, ça a une efficacité, alors qu'à d'autres, ça ne changera rien sur l'inondation par ruissellement. C'est ça qu'on est. Très bien. Ça te satisfait, Sarah, les Oui, deux oui, réponses? c'était quand tu parlais de Reims, donc j'imagine que c'est là où vous avez étudié le sol et voir Exactement. dans les détails ce qu'on pouvait améliorer. Ok. Très bien. Alors, Jean-Claude, tu as une lourde responsabilité, c'est d'essayer de ne pas faire rebondir le débat, parce qu'il faut quand même qu'on aille vers la conclusion. Non, non. Grand Mais bon, merci, on t'écoute. CAFA. Une simple suggestion, c'est un fantasme d'avoir une représentation mentale de tout, l'eau, sa circulation, son tempo, le temps, etc. Avec les moyens vidéo actuellement, sur un mur, une fresque de, je sais pas, sur un mur de 30 mètres carrés, et de façon à pouvoir jouer avec les boutons pour que chacun, y compris les élus qui sont un peu asynchrones, comme on l'a dit, avec le tempo des urbanistes, de l'urbanisation des villes, afin que chacun comprenne, sente un peu ce qui peut se passer et de pousser le modèle plus ou moins loin, parce que des chiffres, des menaces, tout ça nous marque dans l'instant, mais d'avoir ça dans les mairies ou autres, c'est le tableau de la vie, quoi, avec afin que de toucher un peu tout le monde et de jouer sur les comportements, donc qui est une sensibilisation collective de ces phénomènes qui sont, c'est la vie, comme le disait Guillaume, c'est rien d'autre que ça, quoi, voilà. Oui, ouais, je te reconnais bien là, Jean-Claude, mais c'est une très belle conclusion parce que ça dit aussi que on va pouvoir aussi compléter les outils de la méthodo. Il y a effectivement ce rapport sensitif à ce dont on parle, où on peut aussi convoquer encore des technologies, encore des moyens, etc. Donc l'histoire n'est pas terminée, heureusement. Voilà, bah, écoutez, alors je vous propose quand même de tenter une petite conclusion, mais je laisserai à Dominique le mot de la fin et puis ensuite à Guillaume le deuxième mot de la fin. Donc voilà, moi c'est vrai que j'étais un petit peu impatient de partager avec vous ces travaux. Encore une fois, cette méthode aujourd'hui, on en parle énormément dans le milieu du ruissellement. Donc Guillaume, comme il est très modeste, il a oublié de dire qu'il fait partie quand même de l'ensemble, enfin de presque toutes les instances nationales qui travaillent sur l'évolution des façons de faire, des règlements, etc. Donc il est quand même très au fait de tout ça. On a beaucoup discuté aussi parce qu'il, bon voilà, comme il n'est pas urbaniste, il a été un peu quand même inquiet, voilà, donc je l'ai rassuré par rapport à notre bienveillance légendaire, mais surtout par le fait qu'il était lui-même urbaniste et que finalement, en nous apportant cette extrapolation de ce qui se passe au niveau du ruissellement, ces méthodologies de susceptibilité qui, moi, je pense, ont beaucoup d'applications dans le monde de l'urbanisme. Et puis aussi le fait de travailler en holistique, hein, parce que ce qu'on n'a peut-être pas trop appuyé, c'est que finalement, dans la méthode eau, on parle très peu d'eau pluviale. On parle de biodiversité, on parle de cadre de vie, on parle bon, peut-être d'îlots de chaleur, voilà, on peut parler de tout un tas de choses. Donc c'est vraiment les services que propose une nouvelle gestion intégrée des eaux pluviales qui sont en jeu. Et ça, ben voilà, moi je ne l'avais jamais rencontré, je n'avais jamais, je trouve ça un peu dommage d'ailleurs d'avoir passé 30 ans à travailler un peu partout dans le monde et à ne jamais avoir pu partir de l'ADN des territoires en matière de gestion des eaux pluviales pour construire un projet collectif.
Donc voilà, j'ai grand plaisir à commencer cette année avec Guillaume et vous tous à découvrir et à manipuler maintenant cette méthode. Comme d'habitude, comme tous les rendez-vous de la SFU, tout a été filmé. Donc la semaine prochaine, ça sera sur la chaîne YouTube, SFU-Société française des urbanistes. Donc n'hésitez pas à le revisionner, n'hésitez pas à dire à vos collègues, à vos clients, à vos partenaires de le regarder. Et puis moi-même et Guillaume, donc on reste toujours à disposition pour expliquer davantage ce qu'il y a dans cette méthode et travailler avec notamment les maîtres d'ouvrage et les collectivités à la mise en place partout où on le pourra. Voilà, Dominique, je te laisse le mot de la fin. Je vais pas prendre plus de temps. Je veux vraiment remercier beaucoup Guillaume et effectivement se donner rendez-vous pour d'autres discussions sur ce sujet-là. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Merci beaucoup. Très bien. Super. Et Guillaume, donc un petit mot pour nous dire comment tu as vécu cette rencontre. Très bien, voilà. Bon. Je l'ai très bien vécu. Je n'avais pas d'a priori particulier, ceci dit. Mais c'est toujours intéressant de discuter. Moi, ça fait toujours plaisir, en fait. Et c'est toujours. Moi, je suis très curieux. Et c'est toujours intéressant de discuter avec des gens qui sont complètement désaxés par rapport à mon approche habituelle et qui ont une autre manière de voir. Et à la fin, de constater qu'en fait, on n'est pas si différents. Magnifique. Très bien. Ben, merci infiniment, Guillaume. Merci à vous toutes et tous. Encore une très, très bonne année. Et puis, à bientôt pour les nouveaux rendez-vous de la SFU. Le prochain est pas très loin. Hein. Ça sera l'urbanisme de la mer et du littoral. Merci à très bientôt. Merci. SFU. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.